Bonjour tout le monde. Alors en général, je commence mes interventions par une petite devinette. Et puis aujourd'hui, comme on est quand même sur Devoxx et que vous êtes quand même un petit peu tech, je me suis dit que j'allais vous poser une question, une devinette sur Apollo 13. Selon vous, quel est le point commun entre l'avenir de l'humanité et Apollo 13? Pas évident, hein. Je pense que c'est la première fois que vous l'entendez, celle-là. Et vous allez voir qu'en fait, il y a 3 points communs. Ça sonne un peu comme un western spaghetti. Il y a 3 points communs, c'est le CO2, la low-tech et les hackers. Ça fait un peu le bon, la brute et le truand quelque part. Et vous allez voir en fait qu'il y a vraiment 3 points communs entre réellement, sérieusement, l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, et puis la mission Apollo 13. Alors en 1970, Apollo 13 a eu un petit problème. Ils étaient dans leur vaisseau spatial en train d'essayer d'aller conquérir la Lune. Et puis, il y a un réservoir d'oxygène qui a explosé. Et ils sont retrouvés dans une situation un peu critique avec le taux de dioxyde de carbone, le CO2 donc, qui augmentait de façon un peu catastrophique dans le vaisseau spatial. Et alors là, les ingénieurs de la NASA sont allés chercher les gens qu'il y a dans cette salle, finalement, des hackers, des experts de la techno qui aiment la techno et qui aiment pousser la techno dans son retranchement. Parce qu'il a fallu que, un peu pour les anciens qui ont des cheveux gris, ils fassent un peu les MacGyver de l'espace, avec du scotch, avec des tuyaux, avec des filtres qui n'étaient pas carrés et qu'il fallait faire rentrer dans des ronds, etc. Ils ont dû, donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la low-tech, eh bien, ils ont dû trouver une solution en urgence pour arriver à construire quelque chose qui fonctionne pour filtrer le dioxyde de carbone dans le vaisseau spatial, concrètement. Et donc, finalement, CO2, hacker, low-tech, c'est ce qui a fait le succès de la mission Apollo 13 qui a pu rentrer sur Terre en vie. Eh bien, aujourd'hui, l'équipage d'Apollo 13, c'est nous, c'est l'humanité, finalement. Parce que quand on y réfléchit bien, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a émis une quantité astronomique de gaz à effet de serre sur Terre, donc dans notre vaisseau spatial, concrètement, avec une concentration qui devient vraiment impossible dans l'atmosphère. On aura bientôt, si on continue sur cette lancée, dans 78 ans, on aura triplé la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et comme vous le savez, c'est juste un petit rappel avant d'attaquer le sujet, ça va augmenter très sérieusement la température à la surface de la Terre. On est pour l'instant lancé dans une tendance à plus 4 degrés. Et plus 4 degrés, c'est vraiment trop pour pouvoir maintenir la vie sur Terre. Ce que nous disent les scientifiques du monde entier, du GIEC, ils nous disent aujourd'hui, c'est plus objectif Lune, c'est objectif 1,5 degré. Il va falloir tenir un réchauffement global au maximum d'1,5 degré sur Terre. Et pour y arriver, on a 3 échéances. La première, c'est d'ici 3 ans, on doit avoir atteint le pic de nos émissions de gaz à effet de serre, sinon après, plus de Devoxx. Et dans 8 ans, on doit avoir divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Sinon, après, plus de Devoxx. Donc vous imaginez un petit peu le travail qu'il nous reste à faire. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en ligne avec les préconisations des scientifiques? En fait, pas du tout. Houston, we have again a problem, avec mon accent au moins aussi bon que les Belges. Quand on regarde un peu les chiffres, en 2021, on a battu un record historique d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a 3 semaines, quelques semaines, disons, au mois de mars, là, 2022, il a fait moins 12 degrés à la station Concordia en Antarctique. C'est 40 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Imaginez qu'aujourd'hui, ici à Paris, on augmente la température dans la salle de 40 degrés en plus. Imaginez. C'est ça qu'on est en train de vivre concrètement sur Terre. Et puis, quand on regarde un petit peu les réactions qu'on a par rapport à ce sujet, eh bien, les accords de Paris en 2015, on les a signés, mais depuis, on a émis 5% de plus de gaz à effet de serre qu'on le faisait avant. Et quand on regarde le sommet de la Terre à Rio en 1992, qui est le jalon historique à partir du moment, le moment à partir duquel on a commencé à s'intéresser sérieusement au climat, on a augmenté de 60%. Autant vous dire qu'on a vraiment un problème, parce que plus on s'intéresse au climat, et plus on émet des gaz à effet de serre. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas le faire pour Devoxx dans 3 ans, concrètement. Et donc,
Le sujet, c'est comment on peut faire, nous, chacun à notre échelle, pour hacker le système, pour aller nettement plus loin, nettement plus vite que ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a quand même il y a des enfants dans cette salle, j'en ai vu, des grands-enfants et des petits-enfants aussi, et on leur doit quand même un avenir à nos enfants, concrètement. Alors la première chose, c'est de prendre conscience que le numérique, ce n'est pas les 2, 3, 4% qu'on entend parfois pour ceux qui s'intéressent au sujet, des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c'est effectivement vrai, mais c'est surtout un tiers de notre budget annuel soutenable. Notre budget annuel soutenable, c'est quoi? C'est la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre pendant un an, concrètement. C'est la quantité de matière qu'on peut extraire de la Terre pendant un an, c'est la quantité d'eau qu'on peut consommer pendant un an. Et quand vous rapportez nos usages numériques à ce budget annuel soutenable, eh ben, le numérique, c'est déjà un tiers. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que chaque être humain, chaque femme, chaque homme dans cette salle ait une solution pour réduire ce un tiers de notre budget annuel soutenable. Vous allez pouvoir agir si vous le souhaitez. Pour agir efficacement, il faut évidemment comprendre où se situe principalement le problème, et c'est clairement du côté des terminaux des utilisateurs, nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions connectées, nos thermomix, nos montres connectées, etc. On a bientôt 15 équipements numériques par personne, ce qui est absolument considérable. Et quand on continue à creuser, on se rend compte que c'est surtout du côté de l'extraction des minerais et de leur transformation en composants électroniques qu'on a le gros des problèmes, le gros des impacts environnementaux. Donc en fait, je pourrais m'arrêter là, hein, vous avez compris, le sujet c'est qu'il va falloir fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Et alors là, en général, on me dit « ouais, mais moi, j'y peux rien, je suis qu'un dev ou une dev, c'est pas de ma faute, c'est aux fabricants de faire le job ». Sauf que, quand on y réfléchit bien, et c'est une très bonne nouvelle, quand on y réfléchit bien, il y a un lien très fort entre la couche logicielle et la couche matérielle. Puisqu'aujourd'hui, ici, dans cette salle, on a surtout des personnes qui travaillent sur la couche logicielle. Mais on se rend compte que le phénomène d'obésiciel, donc la croissance démente, disproportionnée des besoins en ressources de nos logiciels, c'est finalement le premier facteur qui va déclencher l'obsolescence du matériel, nos smartphones, nos ordinateurs, nos thermomix peut-être demain qui rameront et qui seront plus capables de faire ce qu'on leur demande, etc. Et donc c'est vrai pour toutes les architectures techniques, logicielles, hein, c'est vrai pour tous les éditeurs, c'est vrai pour tout le monde en fait. Là j'ai mis 2 exemples, mais on pourrait le retrouver dans tous les domaines. Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous, dans cette salle, vous allez pouvoir vous emparer du sujet et faire baisser en fait la quantité de ressources dont on a besoin pour exécuter un logiciel, afficher un site web, etc. Alors juste pour faire un lien avec Apollo, puisque j'ai commencé sur Apollo, avant de parler des solutions concrètes, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous envoyez un mail, vous utilisez autant de puissance informatique que pour emmener des hommes sur la Lune il y a 50 ans, en 1970. Ça doit nous faire réfléchir quand même un petit peu, hein. Il y a autant de puissance informatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, là, dès demain ou dès cet après-midi? Vous allez pouvoir mettre en œuvre 2 démarches. La première, c'est l'éco-conception, et la deuxième, c'est la slow-tech. L'éco-conception, c'est une démarche qui est basée sur un standard international, parce qu'il y a plein d'experts dans le monde entier qui se sont mis d'accord, qui vise à intégrer l'environnement dès qu'on conçoit ou qu'on réalise un service numérique. Et donc, il y a 4 niveaux qui vont adresser finalement les 3 premiers profils, et puis après le citoyen. Le premier niveau, c'est pour vous. Le niveau 1, l'amélioration du produit, c'est l'idée que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout un tas de réflexions sur l'architecture technique, les technologies que vous utilisez, la façon dont vous écrivez vos lignes de code, des optimisations où vous allez bien mettre en cache, compresser des fichiers, etc. Ça vise les devs et les techs, concrètement. Le niveau 2, ça vise les UX. C'est l'idée de modifier le parcours utilisateur pour qu'il soit plus court, plus rapide, plus efficace. Le niveau 3, ce sont les product owners. C'est comment je fais avec la même techno, les mêmes compétences pour faire un produit différent. Comment je passe de Yahoo, un annuaire hiérarchique qui classe en catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories pour les plus vieux et les plus vieilles, vous vous souvenez peut-être de Yahoo, à Google finalement. La même techno exactement, mais on va répondre aux besoins différemment. Et puis le niveau 4, c'est la 4e dimension de l'éco-conception, où là, ça vise surtout le hacker qui est en vous, ou la hackeuse qui est en vous. Et là, le sujet, c'est carrément de supprimer tout le numérique de nos services numériques.
Ce qui est un peu bizarre dans une salle remplie avec 3000 informaticiens. Mais vous allez voir que c'est une approche qui peut être très intéressante. Donc sur les 3 premiers niveaux, les niveaux 1 à 3, il y a déjà plein de solutions qui existent. Il y a différents collectifs, le collectif Conception numérique responsable, le collectif des designers éthiques, le collectif IT on Us, qui proposent tous des outils qui sont 100% ouverts, 100% gratuits, il y a des formations, etc. Donc je vous invite à aller regarder de ce côté-là toutes les ressources qui sont à votre disposition pour passer à l'action dès demain. Ça, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Et puis je vous invite aussi à découvrir la 4e édition du référentiel du collectif Conception numérique responsable qu'on présentera le 10 mai prochain. Le sujet de mon intervention, ce n'est pas tant ces 3 premiers niveaux, parce que vous allez pouvoir très facilement trouver les ressources et les mettre en œuvre. Mon sujet, c'est plutôt celui de la slow tech, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on a un effet de levier suffisant pour livrer une planète vivable à nos enfants. La slow tech, c'est très simple, c'est la low tech, c'est l'association en fait de la low tech et de la high tech. Alors comme ça, vous dites la low-tech, vous ne voyez pas trop ce que c'est. La high-tech, vous voyez bien que c'est votre domaine, le numérique. Je vais vous montrer 2 exemples concrets juste après. Pourquoi c'est important de mettre en œuvre cette démarche de slow-tech? Parce que le numérique, c'est une ressource non renouvelable. Dans 30 ans, il n'y aura plus d'ordinateurs. Ça peut paraître complètement bizarre. D'ailleurs, en général, quand je fais des conférences, les gens dans la salle ne réagissent pas. Ça nous paraît complètement pas possible, quoi. Et pourtant, au rythme où on consomme les dernières réserves rentables de métaux, de minéraux, eh bien, dans 30 ans, il n'y a plus d'ordinateurs parce qu'entre la barrière minéralogique, le coût écologique inacceptable, le coût économique dément, eh bien, on ne pourra plus fabriquer d'ordinateurs. Donc si, comme moi, vous pensez que la tech et que le numérique, c'est une formidable ressource, que c'est génial pour se soigner, simuler l'évolution du climat, éduquer nos enfants, se divertir, etc., eh bien, il va falloir commencer à économiser cette ressource pour pouvoir en léguer à nos enfants. Je vous rappelle que notre objectif de 2100, c'est dans 78 ans, et 78 ans, c'est une vie d'homme. Donc 2100, c'est demain, en fait, finalement. Donc pour pouvoir léguer du numérique à nos enfants, eh bien, vous allez pouvoir mettre en œuvre cette démarche de slow tech qui, finalement, est très simple, c'est du bon sens paysan. Donc, un retour d'expérience concret pour la start-up Weatherforce, qui est basée à Toulouse et qui calcule des prévisions pluviométriques pour des agriculteurs. Eh bien, initialement, ils avaient une application 4G, dernier cri, à l'époque, qui fonctionnait donc sur des smartphones 4G, avec un réseau 4G déployé, etc. Et ils voulaient réduire l'impact environnemental de leur solution, tout en conquérant les pays émergents, où il y a le gros vivier finalement de leurs futurs clients, concrètement. Et à l'époque, on les a accompagnés, et on a abouti à une solution qui visait à associer de la low-tech avec de la high-tech. La high-tech qu'on a conservée, c'est des supercalculateurs à Toulouse, blindés d'IA, qui calculent les prévisions pluviométriques. Ça, il n'y a que des ordinateurs, des informaticiens, des algorithmes qui savent le faire. Par contre, pour transmettre les prévisions pluviométriques et surtout les alertes aux paysans dans un village pilote en Côte d'Ivoire, autant vous dire que tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone 4G et que la 4G ne passe pas partout, concrètement. Eh ben, on est revenu sur une solution low-tech, quelque part, ou low-tech numérique, un simple SMS en 2G, et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a 30% d'illettrisme dans ces zones rurales. Alors, on a été chercher une solution encore plus low-tech, mais très efficace. On a équipé tous les instituteurs et les institutrices du village, on leur a donné accès à un abonnement, et donc ils écrivent et dessinent à la craie sur un tableau noir les prévisions pluviométriques qui seront ensuite transmises par les enfants lorsqu'ils rentrent de l'école à leurs parents. Et donc là, grâce à cette association, on a transformé des écrans de smartphones 4G en des tableaux noirs et des craies. Eh bien, cette start-up, Weatherforce, est en train de devenir le leader mondial dans son domaine, parce qu'elle est capable d'attaquer des marchés qu'elle n'aurait jamais attaqués, parce qu'elle a en fait déclivé sa pensée, elle est sortie du tout technologique et elle a associé low-tech et high-tech pour une solution globale qui répond vraiment aux enjeux, à ces enjeux concrètement. Pour vous donner un dernier exemple avant de conclure, dans le cadre du dépistage du cancer, on a 2 approches qui sont diamétralement opposées et qui sont très intéressantes. On a d'un côté Google qui a une intelligence artificielle, donc super tech, qui détecte mieux certains cancers, seins et poumons notamment, que des oncologues. Parce qu'à force
d'entraîner sur des millions d'itérations les IA. Elle détecte quelques pixels sur un énorme cliché qui est un signal faible du fait qu'il y a peut-être un cancer qui est en train de se déclencher. Un être humain, aussi brillant soit-il, n'a pas détecté ces 3 pixels. En France, on n'a pas Google, mais on a l'Institut Curie avec des chercheurs qui se sont dit que puisqu'on était capable de détecter de la drogue avec des caniches et des bergers malinois comme Thor qui apparaît sur la photo, c'est son nom, peut-être que quand on est malade, peut-être qu'on émet des phéromones, des marqueurs olfactifs qui sont détectables par un chien. Et en fait, le projet CADOG démontre aujourd'hui qu'un chien détecte mieux, donc plus précocement avec moins de faux positifs, un cancer. Et donc l'idée de la slow tech, c'est surtout pas de jeter l'IA, mais c'est de se dire quand un chien est capable de détecter un cancer, alors n'utilisons pas, ne grillons pas nos dernières réserves de numérique à notre disposition pour faire ce qu'un chien sait faire, conservons cette puissance informatique pour calculer l'évolution du climat, pour faire n'importe quoi d'autre qu'un chien ne sait pas faire, quoi, concrètement. C'est ça l'idée finalement de la slow tech. Donc pour conclure, au XXe siècle, le grand défi du XXe siècle, c'était de conquérir la Lune. L'URSS, ça s'appelait à l'époque encore l'URSS, et les États-Unis d'Amérique se tiraient la bourre. Et l'enjeu, c'était qui poserait le premier le pied sur la Lune, quoi, concrètement. Et pour relever ce défi, la NASA, à l'époque, a eu l'intelligence, je dirais même l'ingéniosité, d'associer des hackers, de la low-tech, de la high-tech. Elle a pris tout ce qu'elle avait à sa disposition pour finalement relever le défi concrètement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre défi, c'est de livrer un monde viable à nos enfants. On a 3 ans pour atteindre le pic de nos émissions. On a 8 ans pour avoir divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il va falloir s'y coller de façon vraiment sérieuse. Et donc, avec les 2 approches que je viens d'aborder, vous avez vraiment, à l'échelle individuelle, chacune d'entre vous, les moyens d'infléchir cette trajectoire pour qu'on puisse enfin transmettre à nos enfants un monde qui soit plus viable. Ça a l'air un peu trop sérieux comme ça quand je fais la conférence de cette façon-là, mais au quotidien, c'est en plus hyper créatif. Si vous étiez fan de MacGyver à l'époque, quand vous étiez petit, je peux vous dire qu'on s'éclate au quotidien, c'est super intéressant, c'est vraiment, on redevient des hackers au sens noble du terme, et c'est vraiment, vraiment réjouissant. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez passer à l'action, on vous encourage vivement à vous former sur le sujet pour avancer, pour gagner du temps, et surtout à nous rejoindre. Tout ce qu'on fait, en fait, est 100% gratuit et 100% open source. Je vous ai mis, c'est en tout petit, l'adresse en fait, de notre dépôt, où on partage avec le reste du monde des outils pour accélérer le mouvement. On a besoin de votre intelligence, on a besoin de votre énergie, on a besoin de vos bras pour faire avancer le sujet plus vite. C'est vous, les hackers dans cette salle, qui pouvez nous aider à vraiment insuffler cette énergie et faire avancer la problématique. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, levez la main s'il y a des questions pour Frédéric. On a quelques minutes. On a le temps pour une question. Ah. Donc, ah. Bon, je vais prendre quelqu'un au hasard au 2e rang. Moi, ma question est assez rapide. C'est par rapport à l'effet rebond, c'est-à-dire par rapport on économise et en fait on économise, on se rend compte que derrière, du coup, on améliore l'efficience, l'efficacité, et au bout du compte, on diminue rien dans la consommation. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'optimisations qui a eu lieu. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'effet rebond existe. C'est la 5G, littéralement, unitairement, par mégaoctet transféré, ça consomme nettement moins d'électricité, nettement moins d'impact. Mais comme on va en transporter beaucoup plus, en valeur absolue, ça aura plus d'impact. C'est ça l'effet rebond, tout à fait. C'est pour ça que nous, on vous amène en fait
à penser le sujet plutôt en slow tech, c'est-à-dire à aller vraiment beaucoup plus loin dans la réflexion et à sortir de uniquement les gains d'efficience. C'est super important, les gains d'efficience, et autant en profiter de ces gains d'efficience, mais ils ne seront jamais suffisants. Aujourd'hui, il faut vraiment sortir du cadre actuel où on est dans de l'optimisation technologique. Ça ne sera pas suffisant, concrètement. Si on veut avoir un avenir, il faut aussi... le monde de demain, il sera inéluctablement low-tech, que ça nous plaise ou pas. Pourquoi ? Parce que la tech, les véhicules électriques, le numérique, les énergies renouvelables sont en train progressivement d'épuiser les dernières réserves rentables de métaux et de minéraux à notre disposition. Donc quoi qu'on fasse, à l'échelle de quelques générations, le monde de demain sera plus low-tech. Et c'est comme ça, que ça soit bien ou mal, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Et donc l'enjeu, c'est de commencer à décliver notre pensée et à vraiment aller chercher à associer des chiens et des intelligences artificielles, des tableaux noirs et des supercalculateurs à Toulouse, parce que c'est comme ça qu'on va construire l'avenir de l'humanité, quoi, concrètement. Et très probablement que les Google, sans faire l'apologie de Google du tout, mais très probablement que les grands succès de demain injecteront cette idée de la slow tech dans leur ADN. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez rester la journée? Tu vas rester la journée? Je le change. Ouais. Oui, oui, je vais rester. Donc, vous pouvez tous et toutes lui poser des questions peut-être. On va t'aborder comme ça. Et là, maintenant, c'est la pause. Donc, profitez de la journée. Et merci beaucoup. Merci tout le monde.